Allez, 8h33, halte au blabla, mesdames et messieurs, la RSE avec l'ISO 26000, c'est du concret. C'est en tout cas le mot d'ordre du groupe AFNOR en cette première quinzaine de juillet à l'occasion des 10 ans cette année de l'ISO 26000, catalyseur d'une RSE concrète et mesurable sur le terrain. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus de si bonne heure ce matin. Je m'appelle Yann Cusac et j'ai le plaisir, je suis ravi de vous retrouver une troisième et dernière fois pour cette mini-série. Mini-série pourquoi ? Parce que le 1er juillet, nous recevions les entreprises qui témoignaient sur ce sujet de la RSE et de l'ISO 26000. Mercredi dernier, le 8, c'était au tour des filières. Eh bien, aujourd'hui, ce sont les territoires. Vous allez le comprendre, hein, tout est lié. On a vu comment les filières s'engageaient pour les entreprises. Aujourd'hui, on va voir comment les territoires s'engagent pour aider les entreprises. Et puis, on va prendre un peu une respiration et voir quel est l'avenir de cette norme ISO 26000. Comme les deux premières fois, vous êtes très nombreux à nous suivre. Vous êtes plus de 300 inscrits. Vous avez des profils variés. Vous êtes dirigeants d'entreprises de tous les secteurs, des représentants des collectivités, d'agglomérations, de départements. Alors après le défilé d'hier, un autre défilé ce matin, celui de personnalités qui l'ont expérimenté et qui la font vivre, cette norme ISO 26000. Elles sont 5, on va faire connaissance avec elles dans quelques instants. Au programme, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. On va faire 50 minutes de débat avec elles et puis les 30 dernières minutes vous sont davantage consacrées car vous aurez l'occasion de poser toutes les questions via le fameux chat. Et pour modérer ce chat, à la manœuvre, Olivier Gibert, le monsieur Relations Presse du groupe AFNOR. Bonjour Olivier. Bonjour Yann, bonjour à tous. Voilà quelques règles à rappeler, et puis règles du fonctionnement du chat, et puis sur les caméras, rappelons que l'émission est filmée, c'est ça ? Oui, l'émission est enregistrée puisqu'elle sera disponible en replay par la suite. Vous avez le module chat conversé dans lequel je vous invite à poser vos questions à tous vos intervenants au fil des discussions. Je les relayais, comme le disait Yann, dans la dernière ligne droite de cette conférence. Voilà. Je vous invite également à stopper vos caméras, les arrêter, couper votre son s'il vous plaît pour laisser la part aux intervenants. Je vais également couper la caméra de mon côté. Merci. À toi, Alors, Yann. Ma caméra ne devrait pas être coupée, mais elle semble l'être. Est-ce que vous m'entendez, Olivier ? Oui, on t'entend bien. Voilà, alors écoutez, on va se baser sur le son et je vais tâcher de régler ça dans quelques instants. En tout cas, c'est une émission sous le parrainage de Stéphanie Kerbar, députée et présidente du groupe d'études RSE de l'Assemblée nationale. Stéphanie Kerbar nous accueille en vidéo ce matin, accompagnée du directeur général du groupe AFNOR, Olivier Perra. C'est parti pour la vidéo. Cette troisième table ronde accueille à présent les territoires. Il est important que les territoires s'emparent d'une démarche de responsabilité sociétale. Ils sont aujourd'hui les traits d'union entre le monde économique, les entreprises, mais également l'ensemble des parties prenantes, les départements, les régions, les entreprises, les citoyens, les ONG. Les territoires ont une réelle opportunité à jouer en termes de responsabilité sociétale, notamment par exemple en déclinant une politique d'économie circulaire, volontariste ou encore d'achat responsable. La responsabilité sociétale ne sera une réalité que si elle est co-construite avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient économiques, institutionnels. Et ces acteurs, je crois que l'intérêt pour eux, c'est d'avoir des outils qui ont été déployés dans le cadre d'une démarche de normalisation. Ça veut dire qu'on a pu capitaliser sur de très bonnes pratiques venant des différents acteurs, des acteurs publics, des acteurs privés, des petits, des grands, et autour de sujets, comme vient de le dire Stéphanie, tels que les achats responsables, tels que l'économie circulaire, on est capable de mettre en place des filières et chacun des acteurs, grâce à l'apport de la norme ISO 26000 ou des normes déclinées comme la 20400 pour les achats responsables et bientôt la future norme sur l'économie circulaire, sait quel est le rôle qu'il peut et qu'il doit jouer. Et ce qui sera très intéressant dans le cadre de cette webconférence, c'est que la région Nouvelle-Aquitaine ou le territoire Centre-Val de Loire ont des démarches qui me paraissent, malgré leur modestie, tout à fait intéressantes, tout à fait exemplaires, et je les remercie déjà d'avoir accepté de partager leur expérience avec nous. Une très bonne webconférence à toutes et à tous, en espérant que vous trouverez beaucoup d'idées à transposer, à appliquer, à partager. Bonne webconférence, que ces témoignages apportent de l'eau à votre moulin et l'envie de passer à l'action.
Voilà, merci Stéphanie Kerbar, merci Olivier Perra. Place aux présentations de nos invités. Henri Cabanel, vous êtes vigneron du côté de Servian au nord-est de Béziers. Vous êtes sénateur de l'Hérault depuis 2014 et êtes depuis 2016 le premier à avoir fait labelliser votre cabinet engagé RSE. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, on vous retrouve dans quelques instants. À vos côtés, Nicole Guano, présidente de la commission de normalisation AFNOR sur le développement durable et la RSE. Bonjour Nicole. Bonjour à tous. Vous connaissez, chers amis, l'agenda 21, le plan d'action pour le 21e siècle lors du sommet de la Terre à Rio en juin 92. Il concerne, vous le savez, les collectivités territoriales, les régions, les communes et les départements. Nous avons ce matin une responsable mission agenda 21 d'un département, celui de la Gironde. Bonjour Julie Chabot. Bonjour. Bonjour Julie, on vous retrouve également dans quelques instants. On file dans le Loiret du côté d'Orléans. Un élu depuis 2012 au conseil régional du centre Val-de-Loire. Il est responsable de la politique de rénovation des 100 lycées de cette région, responsable également d'environnement et également de RSE. Il est entrepreneur et il travaille à l'insertion de jeunes dans le monde du travail pour dépasser les discriminations dont ils font l'objet. Sur ce sujet de la RSE, il fait intellectuellement une fusion entre ces deux activités. Il va nous expliquer tout ça. Je ne suis pas sûr qu'il soit encore connecté. Jean-Philippe Grand, bonjour Jean-Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Ah mais vous êtes là, super. Bonjour, je suis là. Bonjour Jean-Philippe, bienvenue ce matin. Et puis notre cinquième invité, Guillaume de Baudard. Bonjour Guillaume. Bonjour Yann, bonjour à tous. Bonjour Guillaume, vous représentez la CGPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. La CPME. CPME, pardonnez-moi, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Vous êtes au sein de cette structure le président de la commission environnement et développement durable. Bienvenue à vous Guillaume de Baudard, bienvenue à tous les cinq. Voilà, les présentations sont faites. On va commencer avec vous Guillaume de Baudard. Votre dada, votre combat, c'est de faire intégrer la RSE auprès des 3 millions d'entreprises française. Vous allez répondre à cette question, mais d'abord un mot sur le contexte institutionnel autour de cette RSE, cette ISO 26000. Oui, écoutez, on se réjouit beaucoup qu'il y ait aujourd'hui, en 2020, une actualité institutionnelle assez riche sur la RSE et notamment sur la RSE dans les PME, puisqu'on a porté ce sujet déjà dans le Grenelle de l'environnement en 2008. Là, aujourd'hui, on a une évolution de la déclaration des performances extra-financières qui est en jeu à Bruxelles, avec peut-être une baisse du seuil des 500 salariés. Nous avons également la loi Pacte qui parle des labels RSE. On a eu récemment le Sénat qui a commis un rapport fort intéressant que je recommande à tout le monde de lire sur également les labels RSE. On a à l'Assemblée nationale une mission d'une députée qui s'appelle Coralie Dubost, avec un chef d'entreprise et puis une experte également sur le sujet des labels. Et puis, nous avons en cours un groupe de travail à la plateforme RSE qui traite également de ce sujet. Donc, les pouvoirs publics et l'Assemblée et le Sénat auront à se saisir de cet important sujet de la RSE dans les PME et comment lever tous les freins dont on parlera tout à l'heure. Alors, effectivement, l'actualité est riche, vous venez de le dire, et pourtant, ça ne décolle pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Racontez-nous justement, je vous cueille tout de suite, un certain nombre de freins. Qu'est-ce qui fait que ça ne décolle pas? Il y a trois freins majeurs. Le plus important, c'est que le marché ne reconnaît pas les efforts des entreprises vertueuses en matière de RSE. J'entends les PME vertueuses. C'est-à-dire que les donneurs d'ordre, on l'a vu pendant la crise du Covid, reconnaissent peu ces sujets. Quand je dis qu'on l'a vu dans la crise du Covid, c'est notamment sur les sujets de délai de paiement, qui est un élément clé de la RSE, de respecter les délais de paiement. On a vu que ça a été assez compliqué. Donc, la reconnaissance des efforts par les grands. Deuxième point de blocage, les marchés publics, c'est très compliqué pour les marchés publics de reconnaître également les entreprises vertueuses. Là, pour des raisons juridiques, le sujet est également à Bruxelles. C'est un frein majeur, la non-reconnaissance de la RSE par les marchés publics. Et puis également, mais là, c'est en train de changer, je vous le disais tout à l'heure, c'est que ça devient un sujet d'importance nationale, d'utilité nationale. Et puis après, il y a des sujets sur l'appropriation, l'accompagnement des entreprises, les ressources, le manque éventuel de ressources des PME sur ces sujets.
Voilà, commande publique pas assez ouverte à favoriser les vraies démarches RSE, pas suffisamment de reconnaissance, et il faudrait que ça devienne une cause nationale. Puis vous, Guillaume de Baudard, vous souteniez qu'une démarche RSE probante, c'est une démarche labellisée par un organisme tiers indépendant, les fameux OTI. Pour quelle raison? Parce que si on veut que les marchés publics ou les grands donneurs d'ordre reconnaissent ce type d'approche, il faut qu'elle soit extrêmement robuste. C'est la raison pour laquelle on préconise des référentiels par métier. Il faut avoir une approche sectorielle par métier. Si je prends le sujet de l'environnement dans une entreprise de service ou une entreprise industrielle, les impacts sont évidemment pas les mêmes. Et deuxièmement, on souhaite l'intervention d'une tierce partie pour donner de la robustesse, qu'on ne soit pas jugé et qu'on ne puisse pas nous opposer que notre démarche n'est pas sérieuse. De la robustesse et de la crédibilité. On va rentrer dans les belles histoires de nos invités qui représentent les territoires. On va écouter le sénateur Henri Cabanel. Comment, monsieur le sénateur, vous est venue cette idée de faire labelliser votre cabinet engagé RSE? Il y a derrière tout ça la question de l'exemplarité du politique, n'est-ce pas? Mais tout à fait. On ne peut que constater quand même l'augmentation de la défiance des citoyens vis-à-vis des élus. Et on l'a encore constaté récemment avec le dernier scrutin municipal, scrutin préféré des Français, où malgré la pandémie, il y a un taux d'abstention record. Donc l'idée m'est venue en étant invité par l'AFNOR régional dans mon département qui venait récompenser une entreprise viticole. Et là, je me suis dit, pourquoi pas essayer de voir comment on peut, en tant qu'élu, montrer aussi qu'il y a beaucoup d'élus exemplaires. Et donc, la RSE fait partie aussi de la confiance qu'on peut donner vis-à-vis des élus vers les citoyens. Donc, la démarche, on l'a engagée, mais au départ, l'idée, elle était, parce que les entreprises et les élus, c'est quand même pas la même chose, et la volonté qui était la mienne, et je ne doute pas d'y arriver un jour avec la collaboration de l'AFNOR, bien sûr, c'est la responsabilité sociétale des élus. Parce que la RSE, donc. Hein. Voilà, la RSE. Voilà. RSE, la responsabilité sociale des élus. Monsieur Guillaume de Baudard l'a dit, il y a des travaux qui ont été faits, notamment au Sénat, par deux collègues, Madame Lamure et Monsieur Lenay. Madame Lamure qui est déléguée aux entreprises. Et effectivement, son rapport, c'est une exemplarité concernant la RSE à mieux encourager. Donc, je suppose qu'au-delà des idées qu'on peut avoir au niveau des entreprises, je crois aussi qu'il faut se l'appliquer en tant qu'élu. Très bien. Alors, vous allez nous raconter concrètement comment cela se passe. Ça commence par une stratégie d'équipe en début de mandat, hein, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire que, moi, je suis un élu, d'abord un citoyen élu et un petit chef d'entreprise parce que j'ai une exploitation viticole dans le département de l'Hérault, sur ma commune de Servien. Et dans ce cadre-là, j'ai une stratégie d'entreprise ce qui me concerne. Et avec mon équipe, nous avons élaboré une stratégie de mandat. Une stratégie de mandat sur plusieurs axes. Donc, le premier, bien sûr, de par mes origines, sur la ruralité. Le second, sur l'économie. Alors, l'économie, bien sûr, les deux économies principales sur le territoire que sont donc l'agriculture et le tourisme, et ensuite sur les enjeux sociétaux. Donc, on s'est fixé ces trois objectifs et ensemble, donc, nous répondons à ces demandes dans la stratégie que nous nous sommes fixés. Alors, c'est vrai que quand on parle de stratégie à des élus qui ne sont pas dans le milieu de l'entreprise, ça peut paraître un petit peu difficile pour eux d'établir une stratégie, mais je crois que c'est la seule manière pour nous d'être transparents dans nos actions et de montrer aussi l'efficacité que l'on peut avoir derrière dans les actions que l'on peut mener. Et très concrètement, vous allez visiter, je crois, les élus sur le terrain, les maires et leurs conseils municipaux. Il y a plus de 340 communes sur votre territoire et vous allez les visiter un par un. Voilà, il y a 342 communes exactement, et c'est vrai que la typicité de ce mandat que j'ai souhaité, c'est de ne pas avoir de permanence parlementaire parce que le département est grand.
de l'est à l'ouest et du nord au sud, il faut déjà plus d'1 heure et demie pour traverser le département. Donc, la solution que l'on a trouvée avec mon équipe, c'est d'aller à leur rencontre sur leur territoire. Et cela me permet, au-delà du maire, de rencontrer donc les élus, adjoints ou conseillers municipaux qui me rendent compte de leurs difficultés sur leur territoire. Dans cette labellisation, vous citiez votre équipe. On va saluer Samira, qui est responsable notamment des indicateurs pour mesurer l'efficience de vos actions. Samira Gessim, vous donnez la chance aux jeunes. Ça fait partie aussi de votre stratégie, ou en tout cas de cette labellisation RSE. Samira Gessim, aux côtés de votre directrice de cabinet, Florence Combe-Boulard, qu'on salue, je pense qu'il nous écoute ce matin. Voilà, des indicateurs et donner la chance aux jeunes. Tout à fait, tout à fait. Et au-delà de l'équipe, bien sûr, on donne la chance aux jeunes aussi à travers des stages, puisque chaque année, nous prenons 2 ou 3 stagiaires et nous les suivons. C'est ce qui est intéressant. Et dans un cabinet, effectivement, il y a aussi un roulement. Et en tout cas, tous ceux qui ont travaillé avec nous restent en contact avec nous parce qu'ils ont trouvé l'expérience très enrichissante pour eux et nous aussi pour nous. 1 ou 2 exemples d'indicateurs, monsieur le sénateur, que vous suivez. Alors, on a, mais d'abord, c'est un outil qui nous permet, une labellisation qui nous permet donc de nous remettre en question au quotidien. Nous avons souhaité donc répondre rapidement aux interrogations que pouvaient nous poser les élus. Donc, bon, voilà, on a défini donc à travers des caisses à outils et les filtres de valeur, on a gagné en efficience. Alors, je vais vous donner un exemple. Un exemple, c'est on consulte les mails 1 fois par semaine pour les contrôler, pour savoir effectivement si on a répondu oui ou non aux interrogations. Un code couleur qui nous permet de classer par thème les demandes que l'on a au niveau donc des élus locaux et le suivi régulier de ces demandes, savoir si elles sont en traitement en cours ou traitement terminé, etc., etc. Donc, c'est une expérience très enrichissante pour nous et efficiente à la fois pour notre cabinet et pour les élus, puisque effectivement, la chose essentielle, c'est que les élus soient satisfaits du travail que l'on peut faire. Alors justement, ces élus, qu'est-ce qu'ils y gagnent concrètement? Qu'est-ce qu'ils vous disent de votre action? Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner justement de votre organisation? On parle des coulisses, et eux sur le terrain, ils vous ont tous vu au moins une fois, ça on l'a compris, mais davantage en détail, qu'est-ce qu'ils gagnent? Déjà, vous savez, d'aller vers eux dans leur commune, bon nombre ont été ceux qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais reçu de parlementaires sur leur commune. Parce que, bon, dans les hauts cantons du département de l'Hérault, c'est des communes très petites, donc parfois 50, 100 habitants. Et d'être à l'écoute, parce que je pense que les maires, les élus locaux ont besoin, par rapport à des périodes difficiles qu'ils traversent, d'être écoutés et entendus. Et là, ils se sont aperçus que tous les problèmes qu'ils soulevaient, notamment vis-à-vis des administrations d'État, on arrivait justement à les entendre. Et moi, avec les relations que j'avais avec donc les administrations, arriver à trouver des solutions qui nous permettaient donc de solutionner leurs problèmes. Et le fait aussi de les faire participer. Au-delà donc de ma visite dans leur commune, je travaille avec eux sur des enquêtes régulières. Nous en avons fait 5 durant le mandat et des focus de la loi avant le débat dans l'hémicycle du Sénat pour les faire participer au débat et à la discussion et de me faire remonter les arguments qu'ils peuvent avoir sur tel ou tel texte. Alors, c'est vrai que ça demande une organisation, une certaine formation, mais en tout cas, ils sont très appréciés des élus locaux parce qu'ils se sentent acteurs aussi dans les démarches que nous pouvons avoir, nous, en tant que parlementaires. Ils se sentent concernés, ils se sentent acteurs. C'est vrai que vous nous disiez, on voit souvent ils vous disent, on voit souvent les candidats, mais plus rarement les élus. Et donc, vous faites fort dans le cadre de la labellisation de votre cabinet, dans votre stratégie d'aller voir les élus sur le terrain, 342 communes du département de l'Hérault. On vous retrouve tout à l'heure, monsieur le sénateur. On va se tourner vers Julie Chabot, responsable mission Agenda 21, département de la Gironde. Depuis 2004, le conseil départemental de Gironde utilise l'ISO 26000 et se fait évaluer dans sa démarche
RSE, un territoire engagé, donc ce département du 33. Pour bien comprendre, Julie Chabot, vous allez nous emmener à Cussac-Fort-Médoc, situé dans l'aire urbaine de Bordeaux, en rive gauche de l'estuaire de la Gironde. Là-bas, on s'y engage pour une alimentation 100% bio et locale, avec tout le monde qui est mobilisé. Racontez-nous, Julie. Alors bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, nous ça fait, comme le disait Yann, plus de 15 ans qu'on est en Agenda 21 et plus de 10 ans qu'on travaille sur une stratégie explicitement de co-responsabilité sociétale territoriale. Alors ça fait des gros mots. Je sais qu'Yann ne voulait pas de gros mots, mais je le pose quand même parce que c'est pour ça qu'on va vite à Cussac. Parce que c'est important et justement c'est aller voir sur le territoire comment ça se concrétise. Donc on a Cussac, donc c'est une petite commune, c'est une commune de 18 km² avec 2200 et quelques habitants. Donc qui est au nord de Bordeaux, sur l'estuaire, à l'entrée de l'estuaire, donc c'est là où il y a le verrou Vauban, qui évitait que les ennemis rentrent vers Bordeaux. On est sur une commune qui, il y a 3 ans, son maire, Dominique Fédieux, a décidé de répondre à un truc un peu énigmatique qui s'appelait un appel à manifestation d'intérêt pour un labo mobile. L'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de choses où il ne faut pas uniquement améliorer ce qui se passe, mais il faut transformer de manière radicale. Donc, le département a mis en place un dispositif de labo mobile pour accompagner les territoires et les collectifs qui ont envie de transformation radicale. Dominique Fédieux a dit, moi, la transformation radicale, en discutant avec sa population, ça serait effectivement d'arriver à du 100% bio sur la commune avec 100% de la population mobilisée. Donc ça, pour faire ça, c'est déjà 100% de la population mobilisée. Déjà, rien que ça comme objectif, c'est pas mal. Donc très concrètement, c'est prendre des crieurs de rue, c'est réunir toute la population qui accepte pour se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire pour eux, qu'est-ce qui fait leur bien-être, qu'est-ce qui fait leur mal-être en termes d'alimentation aujourd'hui. C'est de leur faire des déambulations dans la commune pour repérer les espaces qui pourraient être mis en production pour de l'alimentation locale. C'est identifier ce que chacun peut faire finalement à cette échelle-là. Donc aujourd'hui, dans ce que chacun peut faire, la commune prend sa part, c'est le principe de ces stratégies de co-responsabilité sociétale territoriale, c'est d'identifier tous ensemble ce qu'il y a à faire, ensuite la part que chacun a dans le 100% de ce qu'il y a à faire, et ensuite le faire. Donc concrètement, on a la commune donc, qui est passée en régie alimentaire municipale, ça veut dire qu'elle met à disposition du foncier pour produire de l'alimentation qui sert à la cantine, qui sert à la restauration collective sur le territoire. Ça veut dire concrètement qu'il y a David Ducasse, donc, qui est le maraîcher communal, c'est-à-dire que c'est un employé par la commune qui non seulement va cultiver toutes ces petites parcelles qui ont été repérées comme étant à bon potentiel de production alimentaire, bio, parce que c'est aussi important, c'est pas nécessairement tous les sols, et donc lui, non seulement il cultive ces parcelles, mais en plus, il accompagne aussi le jardin alimentaire partagé qui est juste en face de la commune, dans lequel tous les habitants peuvent non seulement venir cultiver, mais aussi récupérer des légumes et des fruits. Et il accompagne également les particuliers chez eux. C'est-à-dire que vous avez un jardin chez vous, un potager, il peut venir vous accompagner pour vous aider à faire votre potager justement en étant sur des systèmes de production bio. Donc ça, c'est intéressant. Les mômes, concrètement, aujourd'hui, ils mangent de la nourriture bio et locale à la cantine. On parlait des marchés publics. La commune a revu complètement aussi ses marchés, sa commande publique, de manière à intégrer ces critères-là. Le lien avec les entreprises. Alors, je vous ai dit que Cussac, c'est pas une grosse entreprise, mais il y a un restaurant sur la commune. Le restaurant est également engagé dans cette dynamique-là et propose des produits bio et locaux.
le fort Cussac qui est un fort UNESCO, le fort Médoc qui est un fort UNESCO, vous pouvez retrouver des rendez-vous réguliers des producteurs bio et locaux de tout le Médoc pour justement faire connaître les produits. Et donc voilà, on est sur des choses où chacun va pouvoir prendre un bout dans cette dynamique territoriale de co-responsabilité sociétale. Est-ce que cet exemple se duplique dans le département? Est-ce qu'il y a d'autres idées similaires? Alors, on est rarement sur des questions de duplication, parce que dupliquer, ça suppose que les choses sont pareilles partout. Donc, c'est jamais le cas. Par contre, des communes qui effectivement souhaitent aller sur de la régie alimentaire pour leur restauration collective, donc à la fois les cantines scolaires, mais aussi les EHPAD, quand il y en a sur le territoire, ce qui n'est pas le cas de Cussac. Oui, il y en a de plus en plus, et avec une alimentation de ce qu'on appelle une animation départementale de ce qu'on appelle les projets alimentaires territoriaux. Donc, celui de Cussac est à l'échelle du tout nouveau parc naturel régional, mais il y a plein de PAT, donc projets alimentaires territoriaux en Gironde, qui sont animés en interpat au niveau du département. Alors, dans toutes vos actions et plus largement, vous développez énormément la participation citoyenne. Oui. Racontez-nous cela. Disons que là, on se dit, vu la situation, les choses, non seulement il faut avoir un peu plus de radicalité, mais en plus, il n'y a personne qui seul va dire, sinon ça s'appelle plus de la démocratie, va dire la radicalité, la transformation radicale, ça va être comme ça et pas autrement. Donc, pour que les choses puissent se faire, y compris en transformation profonde, il faut effectivement associer la population. Chacun a sa part à jouer. Chacun a sa part à jouer, et il faut qu'on s'accorde sur les valeurs qui vont porter cette transformation. Et s'accorder, ça veut dire en discuter, ça veut dire créer les conditions, ménager les conditions pour que chacun puisse dire ce qui compte pour lui et qu'est-ce qui va compter dans les transformations qui sont proposées. Donc, nous, on est en train de mettre en place, donc département de la Gironde, une stratégie territoriale, une stratégie de résilience territoriale. Dans cette stratégie-là, il y a 2 outils à haute ambition démocratique. Donc, le premier, c'est un budget participatif qui est à destination des jeunes des 11-30 ans pour qu'ils puissent déposer, eux, leurs idées pour une Gironde résiliente. Le deuxième, c'est le panel citoyen résilience. Donc, ça, c'est un petit échantillon en fait de la population girondine qui a été amené à travailler pendant 6 mois sur une question qui est comment agir ensemble face aux changements, dès maintenant face aux changements environnementaux et sociétaux, et qui a rendu son avis le 27 juin. Donc, vous retrouverez en ligne sur le site du département de la Gironde, où là encore, l'alimentation est un des éléments qui est les plus importants aujourd'hui. C'est un peu le terrain d'atterrissage de toutes ces questions de responsabilité sociétale, pourquoi faire, de développement durable, pourquoi faire. Je crois qu'avec le confinement, les gens ont compris des choses, et ils ont compris aussi des choses un peu impérieuses, des besoins impérieux, vitaux, et où l'alimentation est un terrain qui permet d'atterrir par rapport à tous les grands enjeux dont on parle, qui paraissent des fois un petit peu lointains, en fait. Merci, on vous retrouve tout à l'heure. Il est 9h, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que vous suivez une émission organisée par le groupe TAFNOR avec 5 invités ce matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h, et à partir de 9h30, vous pourrez poser toutes vos questions à nos invités au moyen du chat modéré par Olivier Gibert. On va aller du côté du centre Val-de-Loire avec un élu du conseil régional, Jean-Philippe Grand. Vous avez, vous, plusieurs exemples d'actions de soutien du conseil régional pour faciliter l'embauche, car on le disait tout à l'heure, vous fusionnez votre casquette d'élu avec celle d'entrepreneur. Voilà, racontez-nous vos exemples sur l'embauche, et puis ensuite, je vous interrogerai sur le programme d'accompagnement que vous avez monté auprès d'entreprises de votre territoire. L'idée pour nous, lorsqu'on a créé donc le groupe de travail, c'était en effet de créer ces passerelles, tout ce qui permet de montrer les bonnes pratiques des uns et des autres. Et il se trouve qu'on a assez vite, dans le groupe de travail qu'on a créé en 2017,
avec à l'époque un certain nombre d'acteurs, donc l'AFNOR bien évidemment, mais aussi les chambres consulaires. Ce groupe de travail est copiloté par Régine Audry, qui fait partie de la Chambre de métier et de l'artisanat. Très vite, on s'est aperçu qu'un certain nombre d'entreprises avaient déjà des pratiques qu'on pouvait qualifier de pratiques RSE, mais sans aller vers la certification, sans aller vers vraiment un travail approfondi dans le domaine. On avait en particulier une imprimerie dans le Cher qui avait des difficultés à recruter et qui un jour s'est aperçu que les jeunes d'un quartier de la politique de la ville, qui était pourtant pas très éloigné, étaient prêts à venir travailler dans son entreprise, mais il n'y avait pas d'horaire de bus qui correspondait, qui permettait aux jeunes d'embaucher à la bonne heure. Et donc, ils ont tout simplement acheté des scooters, mis à disposition de ces jeunes pour qu'ils puissent justement arriver et repartir de l'entreprise aux bons horaires. Et donc, c'est typiquement ce type d'action-là, très concrète, qui ont fait qu'on s'est dit qu'il fallait créer dans ce groupe de travail une mission qui soit de partager ces bonnes pratiques. Et donc, on a créé d'abord évidemment une cartographie des différents acteurs. Et puis ensuite, on a fait le choix de proposer aux entreprises un accompagnement, et donc cofinancé par l'AFNOR et la région Centre Val-de-Loire, avec des entreprises qui ont été sélectionnées, donc des TPE, des PME, 4 TPE, des ETI. Donc 4 PME, 4 ETI, 4, c'est ça? C'est ça, c'est le principe. C'est d'avoir mis un tiers d'entreprises de chaque taille. Et très vite, on s'est aperçu que le gros intérêt de ce fonctionnement, c'est qu'on avait évidemment des attentes différentes selon la taille de l'entreprise, mais en réalité un objectif commun. Et que cet objectif commun, c'était celui de pouvoir s'engager dans cette démarche RSE, d'avoir des actions qui soient les plus concrètes possibles. Et donc, en fait, les uns et les autres se sont nourris des expériences des pratiques qu'ils pouvaient déjà avoir. Et donc, on a notre première promotion qui est accompagnée en ce moment donc, par des consultants. Et puis, l'objectif, c'est évidemment d'avoir chaque année un groupe d'entreprises qu'on espère évidemment voir de plus en plus nombreuses et s'agrandir. Alors, vous leur offrez des formations à l'ISO 26000 à ces entreprises, c'est ça? Il y a surtout un accompagnement. Donc, les consultants sont là pour les accompagner. On a des réunions tous les 2 mois qui permettent donc aux entreprises d'échanger. J'étais l'autre jour justement en échange avec Chikizaï, avec Florence Bouvet, qui m'a expliqué que le premier gros avantage de cette organisation, c'est que les entreprises qui ont tendance, et c'est légitime, à être le nez dans le guidon, vont du coup une fois tous les 2 mois prennent le temps de consacrer donc du temps à ce travail et à ce groupe de travail, accompagné donc par les consultants. Et donc, c'est le premier intérêt de cet accompagnement donc sur l'année, c'est d'avoir calé dans son agenda ces temps d'échange. Et puis l'autre intérêt, évidemment, c'est d'avoir des consultants qui leur coûtent beaucoup moins cher que s'ils avaient cette démarche à titre individuel. Pour une TPE, par exemple, nous, la prise en charge faite par l'AFNOR et la région permet aux entreprises de n'avoir en reste à payer que 800 € hors taxe. Et donc, très concrètement, pour ces entreprises, c'est un montant faible par rapport au service rendu. Vous avez 1 ou 2 exemples de ce qui sort de ces formations? On a bien compris que voilà, c'est l'occasion de benchmarker, de travailler sur ces dossiers de RSE. Un exemple concret à l'issue de cette première promotion? Ce qu'on a surtout noté, ce qui est le retour des entreprises, c'est la qualité des échanges grâce à la diversité. C'est-à-dire qu'on parle souvent de diversité dans beaucoup de domaines, mais là aussi, avoir une diversité d'entreprises avec une très petite entreprise à moins de 10 salariés, des PME et des ETI, ça a permis vraiment d'avoir ces échanges qui ont un intérêt dans le début de cette démarche qui est celle de l'appropriation, parce qu'on est évidemment au début, à ce stade, celui de la sensibilisation au sujet. Elles en disent quoi, ces entreprises? Vous avez des verbatims à nous donner, des premiers retours?
le premier retour le plus important, c'est vraiment celui d'avoir la qualité du travail des consultants, l'accompagnement des consultants pour un coût très faible. Voilà, c'est la première chose qui revient, c'est de nous dire, voilà, on a des consultants de très haute qualité grâce à ce financement important de la collectivité et de l'AFNOR. Et derrière, on a ces rencontres donc entre nous. C'est vraiment ce qui ressort le plus, c'est d'avancer très vite dans la démarche et surtout de ne pas avoir cette lassitude ou ce phénomène de ne pas continuer la démarche et de ne pas aller au bout de la démarche parce qu'on se laisse prendre par le quotidien. Donc, ces TPE bénéficient des conseils des consultants qui démythifient ces histoires et ces questions de RSE. On le voit bien au travers de votre exemple. Hein. La RSE, l'ISO 26000, ça ne concerne pas que les grands groupes, les groupes du CAC 40. On parle bien de TPE, PME et ETI. Et on le voit avec vous à l'instant. Les territoires s'engagent aux côtés des entreprises. On l'a vu la semaine dernière, mercredi. Les filières également soutiennent les entreprises. Donc, les entreprises, si petites soient-elles, ne sont pas seules pour s'engager sur le chemin de la RSE. On va prendre, merci Jean-Philippe Grand, on vous retrouve dans quelques instants également, notamment pour les questions. On va voir comment s'organise l'écriture de la norme 26000. On va écouter Nicole Guano, présidente de la commission de normalisation AFNOR sur le développement durable et la RSE. C'est au sein de cette commission qu'il y a 10 ans, les parties prenantes, fabricants, prestataires, membres d'associations, consultants, commissaires aux comptes, anciennement chercheurs, représentants du territoire et porteurs de politiques publiques, eh bien, ont participé à l'écriture de l'ISO 26000 avec 90 autres pays. Ça, c'était il y a 10 ans. C'est donc les utilisateurs qui écrivent les normes sur la RSE. C'est bien cela, Nicole Guano? Tout à fait. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie vraiment de pouvoir partager ça avec vous. En effet, notre commission est constituée de représentants à la fois des entreprises, des personnes du territoire, des commissaires aux comptes, de toutes les, comment dirais-je, des organismes, des ONG, des enseignants-chercheurs. Enfin, nous sommes assez nombreux. Et c'est du volontariat puisque chaque organisation s'engage pour contribuer à la rédaction et participe avec leur retour d'expérience à la rédaction. Moi-même aussi, je fais partie d'une entreprise et nous travaillons tous ensemble sur les orientations, sur les besoins terrain et nous essayons d'apporter en effet une réponse aux besoins d'accompagnement puisque nous éditons en effet, nous écrivons des normes mais également des guides. Des normes et des guides. Alors, elle a 10 ans, cette norme, mais si on ne la révise pas, elle va perdre de sa superbe, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Disons que la 26000 a donné des grandes lignes, des lignes directrices, et depuis 10 ans, elle a généré pas mal de modèles d'affaires, hein, exemple l'économie circulaire, et elle a besoin donc d'intégrer tous ces nouveaux modèles et ces nouvelles orientations. Et nos chercheurs et nos représentants travaillent, justement, on a travaillé depuis janvier sur les grandes évolutions de la norme pour lui donner 10 ans d'avance. Pour lui donner 10 ans d'avance, au moment de toiletter cette norme, de la réviser. Alors, quels sont les grands axes de cette révision, Nicole Guano? Alors, 2 axes. Le premier, en effet, c'est de rafraîchir les questions centrales qui restent. Hein. On a les 7 principes, les 7 questions centrales. Elles ne bougent pas. Ce n'est pas une révolution, hein, c'est une évolution de la norme. Simplement, on va écrire pour être compris, hein, pour être compris par tout le monde. S'adapter aussi aux tailles d'entreprise, hein, puisque n'oublions pas, ce n'est pas une norme d'exigence, hein, mais une norme d'évaluation. Hein. On peut évaluer et déterminer sa démarche de responsabilité sociétale, que l'on soit un territoire, on soit une entreprise ou une association. Donc, c'est à travers elle qu'on peut construire. Donc, nous allons travailler également sur les questions centrales. Il y a une seule question centrale qui ne bougera pas, c'est les relations et conditions de travail.
puisqu'elles sont basées sur les orientations de l'OIT. Voilà. Et donc, nous allons travailler aussi sur le chapitre 7 sur l'intégration, c'est-à-dire sur l'accompagnement. Et là, nous allons extraire de ce chapitre pour en faire un document, un nouveau document. C'est-à-dire que nous souhaitons apporter la 26 000 qui soit un document recueil de tout ce qu'une entreprise, une organisation, qu'elle soit conception produit ou qu'elle soit proposition de service, eh bien, on va, dans cette norme-là, eh bien, on ne peut pas la certifier. On ne peut pas exiger des choses. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est accompagner, apporter ce fameux référentiel avec un mode d'emploi. Accompagner toutes les tailles d'entreprise à l'intégration de l'ISO 26000 dans leur stratégie. Un mode d'emploi, effectivement, et comme tous les appareils électroniques, un guide de démarrage rapide, le mode d'emploi du mode d'emploi, le Quick Start Guide, c'est ça? Absolument, absolument. Nous avons prévu de faire un executive summary qui permet en un seul coup d'œil de voir le contenu de la norme pour permettre à une personne qui souhaite la connaître ne pas lire toute la norme, mais la lire de manière très rapide et voir l'intérêt qu'elle a de s'engager dans une démarche de responsabilité sociétale. Ça veut dire qu'elle est trop macro jusqu'à présent, elle est un petit peu fourre-tout, cette norme? Non, ce n'est pas qu'elle soit fourre-tout, c'est qu'elle répond à toutes les demandes, à toutes les configurations. Que ce soit, comme je disais tout à l'heure, une entreprise ou une organisation, elle n'a pas les mêmes enjeux. Donc forcément, on va lister l'ensemble des domaines d'action de toutes ces questions centrales et l'entreprise va croiser ces questions centrales avec sa propre stratégie et identifier sa responsabilité sociétale de manière à ce qu'elle puisse ensuite contribuer aux objectifs de développement durable. Chaque entreprise ira plus vite au fait, c'est ça, avec votre exécutif summary, elle trouvera plus rapidement ses réponses. Tout à fait. Déjà, mieux la découvrir et ensuite, avec le mode d'emploi, facilement la mettre en œuvre. Alors, Nicole Guano, hier était une journée importante pour vous, la fête nationale. Aujourd'hui aussi, parce que nous sommes réunis avec 300 invités derrière leur écran. Et demain, jeudi 16, c'est une date importante pour vous. Vous attendez un résultat particulier. Racontez-nous. Alors, l'ISO 26000 ne peut être révisé par les membres de l'ISO, enfin, en tout cas un technical committee. Ce technical committee n'existe pas. Et nous, à Normalisation française, en tout cas les membres de la commission, avons identifié le besoin de réviser cette norme et nous avons proposé à l'ISO, avec l'appui et l'accord bien sûr d'AFNOR, qui l'a déposé au nom de la commission, une demande de création d'un technical committee sur la responsabilité sociétale. Et ça serait la France, donc nous serons fiers de porter les couleurs de la France au niveau de l'ISO pour porter ce sujet-là. Et nous attendons en effet le résultat du vote qui a été lancé auprès des organismes de normalisation internationaux, en effet, pour savoir si ce TC va être confirmé. Et s'il est confirmé, eh bien, nous orienterons en effet avec notre plan stratégique qui, je rappelle, a été co-construit avec les membres, donc va être porté et proposé avec cette proposition française à la fois révision ISO 26000 et création d'un mode d'emploi, d'une norme de mise en œuvre et d'évaluation d'une démarche de responsabilité sociétale crédible. Donc demain, en effet, nous attendons Yann. Vous êtes confiante sur le résultat? Eh bien, nous l'espérons. Vous savez, c'est un vote qui est à huis clos, donc nous saurons ça demain. Nous espérons. On suivra tout ça. Dernière question, cette norme ISO 26000, c'est bien toujours le texte fondateur pour les labels RSE, hein? Ah oui, en effet, nous avons fait une étude il n'y a pas très longtemps avec les Échos. 93% des entreprises interrogées utilisent ce référentiel. Il s'avère aussi qu'il y a une étude aussi qui a été réalisée par Sciences Po, 100% des entreprises et des organisations l'ont utilisée. Elle est, disons, peu connue parce que ce n'est pas une norme de reconnaissance, c'est une norme de construction. Et la reconnaissance, eh bien, nous allons travailler justement dessus de manière à renforcer
et rendre en effet encore plus crédibles ces labels qui accompagnent les organisations et aider en effet à valoriser leur démarche, qui est très importante pour l'avenir. Très bien, merci. On vous retrouve dans quelques instants et en toute fin d'émission, car je crois que vous avez un appel à lancer. On va se tourner à nouveau vers Julie Chabot de la mission Agenda 21 au sein du département de la Gironde. Julie, l'ISO 26000 demain, elle vous aidera toujours dans votre département. Je crois que c'est le référentiel utilisé également pour toute la région Nouvelle-Aquitaine. Hein. Donc oui, nous effectivement au niveau du département, donc on avait même participé avec la délégation AFNOR d'Aquitaine aux travaux de réflexion sur la norme en fait. Donc c'est une longue histoire chez nous. Au niveau du département, vous pouvez le dire. Hein. Avec nos collègues, je vais citer Anne-Eugénie Gaspard parce que c'est pas possible de pas la citer. Oui, effectivement, une vraie dynamique de responsabilité sociétale avec l'ensemble des parties prenantes. Donc oui, précieux pour un territoire comme le nôtre. Et donc département évalué pour la première fois sur sa RSO en 2012. Donc là, nous sommes à notre 3e évaluation. C'était l'année dernière. Un travail donc avec aussi la région et je vous disais la délégation AFNOR sur une association qui s'appelle Résonance, c'est-à-dire qui permet la rencontre de différentes filières, mais je pense que vous les avez déjà eues en témoignage, de différentes filières qui s'appliquent justement à décliner le référentiel ISO 26000. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc nous en sommes membres également. C'est vrai qu'aujourd'hui la question, c'est la question que j'avais posée dans la barre de discussion. Nous sommes donc Agenda 21, vous l'avez dit, c'était Agenda 21, ce qu'il faut faire 21 pour le 21e siècle. Sauf que depuis 2015, il y a un agenda 2030, en se disant clairement, si on attend le 21e siècle, on est cuit. Donc là, derrière cet agenda 2030, il y a 17 objectifs, il y a des cibles chiffrées. Donc, ce qu'on a travaillé, y compris pour notre 3e évaluation avec Mélodie Miranda aussi au niveau du siège de l'AFNOR, c'est comment on permet que les référentiels ISO 26000 et les référentiels Agenda 2030 se croisent très explicitement, c'est-à-dire pas juste s'auto-tamponnent, hein, mais soient vraiment des outils, des instruments pour une plus grande efficacité, pour atteindre vraiment ces objectifs-là, parce que toujours la même chose, ils sont vitaux. Donc voilà, moi j'appelle vraiment, c'est pour nous ce référentiel et la norme ISO 26000 est particulièrement utile, d'autant plus qu'elle nous rend d'autant plus efficaces pour atteindre ces 17 objectifs développement durable qui sont ceux de notre maison commune. Notre maison commune, la planète Terre, les 17 ODD. Sénateur Henri Cabanel, on revient à vous. Pourquoi l'ISO 26000 très précisément pour la labellisation de votre cabinet? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous inspirer de cette norme? C'est devant, je l'ai dit, devant le manque de confiance des citoyens, mais aussi le manque de confiance que peuvent avoir les élus locaux, quelquefois, par rapport à leurs parlementaires. Alors, ils se posent souvent la question. Sur cette norme, hein, pourquoi la norme? On rentre un peu dans la technique, on s'extrait un peu de votre belle histoire et l'originalité de votre démarche, mais la norme ISO 26000 plus précisément, pourquoi celle-ci? Parce que je ne la connaissais pas et comme je l'ai dit en introduction, c'est à l'occasion donc d'une remise de l'ISO 26000 à une entreprise que ça m'a donné l'idée. Parce que effectivement, c'était pour moi quelque chose d'inconnu, même si j'avais donc une volonté de faire un mandat différent par rapport à l'interrogation donc des élus locaux, mais je ne savais pas comment prendre ce sujet-là. Et c'est en allant donc à la rencontre d'une entreprise qui a été donc labellisée qui m'est venue l'idée de dire pourquoi pas. J'ai quand même passé pas mal de temps à convaincre l'AFNOR de rentrer dans une démarche politique parce que c'est quand même totalement différent de l'entreprise. Mais à force de discuter, ils nous ont dit pourquoi pas et nous voilà donc être le premier, le seul cabinet parlementaire donc avec l'ISO 26000.
Vous êtes donc inspiré d'une entreprise qui a été labellisée. Jean-Philippe Grand, pourquoi ce pari de l'ISO 26000, précisément l'ISO 26000, pour le financement de ces formations aux entreprises du Loiret, de la région Centre-Val de Loire? Tout d'abord, parce que c'est évidemment une obligation pour les entreprises qui veulent s'engager dans cette démarche RSE. Et il était important pour nous que ça donne la possibilité à ces entreprises d'aller au bout de la démarche. Donc, c'était évidemment l'ISO 26000 qui était ciblé pour pouvoir répondre à cette demande des entreprises, mais également de demande sociétale. Et puis aussi parce que ça a permis à notre collectivité de pouvoir faire un travail. On va sortir une grille RSE là, très, très rapidement qui va permettre, on en parlait tout à l'heure, de pouvoir intégrer dans nos marchés publics justement cette démarche RSE et valoriser le fait que les entreprises, et en particulier nos fournisseurs, aillent dans cette démarche. Et puis tout simplement parce que c'est un enjeu qui est sociétal, global, très, très important. Donc il fallait évidemment qu'on s'engage en tant que collectivité. La région est le bon niveau de collectivité pour pouvoir aider les entreprises à s'engager dans ce domaine. Appuyé, crédibilisé par la norme ISO 26000. Une question à la cantonade, à vous cinq, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui doutent de tout cela, qui ont peur de s'engager, qui ne savent pas par quoi commencer. Est-ce que vous pouvez démythifier cette norme ISO 26000? Comment convaincre celles et ceux qui auraient des réticences? Allez-y, on vous écoute, prenez la parole à tour de rôle. Jean-Philippe, vous êtes toujours à l'antenne. Oui, juste la première chose que j'ai dite, c'est-à-dire que un grand nombre d'entreprises ont déjà des démarches qui ne sont pas formalisées autour de l'ISO 26000, qui sont déjà des démarches RSE. Donc, vous en faites aujourd'hui, vous ne l'avez pas formalisé, formalisez-le parce que ça vous permettra de le valoriser ensuite auprès de vos clients, auprès de tous ceux qui sont des donneurs d'ordre. C'est important effectivement de communiquer autour de ces actions. On le disait lors des précédents épisodes, certaines entreprises se servent de leur rapport RSE, rapport développement durable, comme rapport d'activité de leur entreprise. Qui veut répondre à cette question? Oui, sénateur, monsieur le sénateur. Oui, je voudrais insister sur le fait que cette démarche, quand elle est engagée, au-delà donc de la communication, c'est une véritable philosophie de pratique. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que beaucoup, j'ai entendu, parce que moi je tiens beaucoup et je travaille beaucoup sur la démocratie participative, ça fait partie de cette philosophie, l'engagement RSE. Et au-delà de la communication, ce sont vraiment des actes. Et c'est vrai que pourquoi les gens ne s'engagent pas aussi facilement? Parce que déjà, le mot norme fait un peu peur. Au départ, les gens pensent que c'est très compliqué. Et comme vient de le dire à l'instant mon collègue, on s'aperçoit qu'en fait, quand on est rentré dans les détails et qu'on a essayé de construire avec l'AFNOR, on s'aperçoit que ce qu'on faisait au quotidien, parce que moi, je l'avais ancré en moi dans la façon de faire, ça collait avec donc les grilles proposées par l'AFNOR. Mais je crois qu'il faut démystifier la complexité de ce label et essayer de le rendre, en tout cas de communiquer autour de sa simplicité, parce qu'en fait, c'est pas plus compliqué que ce que beaucoup pensent. Ce que vous faites quasiment au feeling rejoint les directives de la norme. Julie Chabot, vous avez levé la main pour répondre à cette question de démythification de la norme ISO 26000. Sur la démythification, moi je ne sais pas s'il faut démythifier en fait, parce que ce qui est important aujourd'hui, tout le monde est un peu perdu dans ce monde volatile, complexe, ambigu, incertain, et on a besoin de prendre le temps de définir les mots qu'on emploie. On a besoin d'une sémantique commune, on a besoin de s'accorder sur les mots. Et l'intérêt de la RSO, ça permet aussi, derrière des choses que tout le monde manipule aujourd'hui en termes d'engagement, de prise de conscience, etc., de rentrer ensemble dans le concret. Donc en gros, c'est un peu cette capacité à dialoguer
entre un territoire, une collectivité, des élus, des entreprises, on a quelque chose de commun, on a une sémantique commune, et ça c'est primordial pour pouvoir ancrer de l'action qui se mette dans une logique de transformation et dans la durée. Donc cette dimension-là, c'est aussi à un moment donné prendre quelque chose qui a l'air un peu maousse, mais aussi pour se dire c'est important ce qui se passe et on va prendre le temps d'y aller ensemble. Et après, sinon, comme tout le reste, les choses, on commence par une chose, on l'a fait et ensuite on va à la deuxième et on l'a fait. Voilà, il y a aussi des choses où il faut aussi même se dire que des choses complexes peuvent être simples, il suffit de les faire les unes après les autres. Dans un monde VUCA ou dans un monde VUCA. On va passer aux questions du public. De l'autre côté de la caméra, il est quasiment 9h30. À moins que quelqu'un voulait répondre, peut-être Nicole. Je n'ai pas interrogé Guillaume de Baudard. N'hésitez pas à compléter. Okay, moi, je voulais juste dire que les organisations font déjà de l'ARS sans le savoir. Et très souvent, quand elles parcourent la norme, elles se disent « mais ça, je fais déjà, ça, je fais déjà ». Et en plus, si par exemple des entreprises ont aussi des normes, telles que la 9001 ou la 14001 ou encore d'autres, eh bien, ils s'aperçoivent que quelque part, elles ont déjà pratiquement 90% de leur démarche. Simplement, il faut lui apporter de la cohérence. Et ce que fait les 9000, elle apporte de la cohérence. Donc, voilà. Donc, ça, c'est important. Cohérence et cadrage. Alors, on va passer, Olivier Gibert, aux questions du public. On a donc une demi-heure de questions-réponses. Je veux bien que vous me repassiez le micro, Olivier, à -5, car on écoutera Nicole Goanno qui a un appel au public à lancer, et puis une mini passe d'armes entre Guillaume de Baudard et le sénateur Henri Cabanel sur une proposition remarquable faite par le Sénat. Donc, on écoutera Guillaume de Baudard et le sénateur Henri Cabanel sur ce sujet. Mais c'est parti pour les questions du public. C'est bien noté. Alors, plusieurs questions. D'abord, peut-être pour Julie Chabot, le conseil départemental de Gironde. Une petite question de méthode. Quand vous avez présenté votre approche, disant qu'elle se faisait en 3 temps, d'abord définir ce qu'il y a à faire, qui va le faire, et regarder que ce soit bien fait, c'est la définition de l'échelle. À quelle échelle vous avez engagé ce projet, et puis comment se mettre d'accord, faire se mettre d'accord toutes celles et ceux qui sont associés. Voilà la première question pour vous. D'accord. Alors la question de l'échelle, justement, quand on parle de co-responsabilité sociétale, on a une image qui est celle d'un ressort comme ça. C'est une spirale de co-responsabilité sociétale. Il n'y a pas de bonne échelle, il n'y a pas de mauvaise échelle. Il faut juste que toutes les échelles et toutes les boucles communiquent les unes avec les autres et que chacun fasse ce qu'il a à faire et ce qu'il peut faire à l'échelle où c'est pertinent. Donc très concrètement, vous avez Cussac, vous avez ce petit jardin alimentaire devant la commune qui est connecté au pacte de Milan, à l'objectif de l'agenda 2030, et entre les deux, un travail au niveau du parc naturel régional, donc sur un projet alimentaire territorial, connecté à une stratégie de co-responsabilité alimentaire au niveau du département, connecté à une stratégie autour des systèmes alimentaires de la région, connecté à un programme national avec la politique nationale de l'alimentation. Donc l'idée, c'est comment on rend toutes ces échelles-là convergentes et pertinentes en subsidiarité. L'intérêt d'un rôle d'un département, c'est qu'on n'est ni micro ni macro. Donc, c'est vraiment un endroit où on peut faire de la coordination opérationnelle avec justement toutes les parties prenantes et ce lien entre de l'atterrissage et des choses qui sont liées à des grandes stratégies dans lesquelles il faut également s'inscrire et aider les acteurs locaux à pouvoir se situer. Merci. Une autre question pour vous. Est-ce que les entreprises ont été associées à cette démarche, et quelles entreprises dans le panel citoyen résilience, c'est ça? Ouais. Alors, dans le panel citoyen, on est sur des, quand je disais échantillons, c'est ce que vous avez vu aussi sur la conférence citoyenne pour la Convention citoyenne pour le climat. C'est-à-dire qu'on va faire un échantillon de la population, nous c'est population girondine, qui correspond à la diversité de la population.
Donc là, on est vraiment sur des entrées citoyennes. On n'est pas sur les entrées pluriparties prenantes, c'est-à-dire qu'on va avoir un échantillon, là concrètement 39 Girondins et Girondines, qui représentent la diversité du territoire en termes évidemment de genre, d'âge, de catégories socio-professionnelles, d'implantation urbain-rural. Donc c'est ça qu'on va chercher avec un panel citoyen. Ensuite, on a évidemment d'autres démarches, dont notre démarche de responsabilité sociétale, qui se travaille avec les entreprises locales, en sachant que les entreprises et les filières, c'est vraiment le rôle de la région. Nous, on travaille avec les TPE et les PME, et les côtés ESS en lien avec l'insertion. C'est parce que sinon, maintenant, avec la répartition des compétences, toute l'économie, c'est vraiment la région. Nous, on reste par convention dans l'économie sur les entreprises plus petites et les entreprises d'économie sociale et solidaire pour cet angle insertion qui, là, est une compétence départementale. Et on travaille évidemment avec la CRES, avec les collègues de la région sur ces dimensions-là. D'accord, je vous passe aussi sur le sujet de l'ESS, un appel de Thierry qui dit comment est-ce qu'on peut mettre en avant ces entreprises d'économie sociale et solidaire, un grand salon de la RSE au plan du département, avec les règles sanitaires, évidemment. Il y a déjà eu des grands salons organisés par la CRES. Alors c'est vrai qu'en ce moment c'est pas trop la mode des grands salons, mais continuer cet accompagnement et dans le lien, y compris les critères que l'on va avoir pour soutenir les entreprises et l'économie sociale et solidaire, la question de la responsabilité sociétale en fait partie. La région a aussi une RSO conditionnalité, c'est-à-dire qu'il faut aussi expliciter le fait que la responsabilité sociétale, c'est pas une option aujourd'hui en fait. Et ça, c'est d'autant plus puissant que vous avez une métropole, un département, une région qui dit la même chose, avec une délégation AFNOR qui dit la même chose. Donc voilà, c'est là aussi on gagne de la puissance à employer les mêmes mots et les mêmes référentiels. Merci Julie Chabot pour le conseil départemental de Gironde. Alors j'ai 3 questions pour vous, Nicole Guano, présidente de la commission de normalisation DD responsabilité sociétale d'AFNOR. La première, ça concerne la révision de cette norme ISO 26000. Est-ce que les élus supportent cette révision selon les axes que vous avez présentés? Oui, tout à fait. Ils soutiennent, c'est d'ailleurs Stéphanie Gerba aussi qui a initié, avec AFNOR d'ailleurs, ces sessions, supportent et suivent nos travaux puisque nous sommes en relation en effet, ne serait-ce qu'avec les territoires qui aussi sont membres de la commission, puisqu'il y a des mairies qui font partie de la commission et qui travaillent avec nous sur des référentiels. On avait travaillé il y a quelques années, mais on va le remettre à jour sur un guide qui croise ISO 26000 et Agenda 21, qui permettait en effet de voir l'intersection et où se situaient les enjeux et le dialogue avec les gens du territoire. Donc oui, les élus soutiennent à 100% notre norme, oui, enfin la norme. Une autre question pour vous, Nicole Guano. Est-ce que vous avez évoqué le lien entre ISO 26000 et Agenda 21? Est-ce que l'idée de faire le lien entre cette norme sur la RSE et les référentiels STARP en qualité, sécurité, environnement est une question qui est sur la table dans la commission? C'est-à-dire toutes les entreprises qui sont engagées en qualité, sécurité, environnement, est-ce qu'on pourrait les aider en faisant un lien avec cette norme ISO 26000 pour les aider peut-être à franchir le pas? Tout à fait. L'objectif, en effet, c'est pour chaque question centrale, identifier les référentiels qui apporteront du soutien en termes de système de management. Là, je rentre vraiment dans le système. C'est-à-dire qu'on va identifier les enjeux et dans ces enjeux, comment le mettre en route, et bien le mettre en œuvre. Et bien, il y a des normes aussi de système de management et pour les entreprises qui les ont déjà mises en place, eh bien, elles pourront simplement optimiser. L'objectif aussi, c'est d'optimiser les ressources. L'objectif, ce n'est pas d'en mettre une couche supplémentaire, mais c'est d'apporter de l'optimisation et de la cohérence. Voilà. Merci. Et puis une dernière question qui nous a été posée. Vous avez parlé d'une norme Executive Summary, un mode d'emploi pour cette norme ISO 26000 révisée. Est-ce que ce document pourrait faire l'objet d'une évaluation, d'une certification? Alors, l'Executive Summary, c'est une simplification de la norme ISO 26000 dans son introduction. Le document qui va mettre en œuvre,
C'est le document qui est mise en œuvre et évaluation d'une démarche de RS crédible. Cette norme-là pourrait l'être, mais aujourd'hui, cette norme va être proposée à l'ISO et c'est les membres de l'ISO qui seront autour de la table et donc le groupe de travail miroir AFNOR aussi qui pourra le définir. Bien sûr qu'elle pourrait l'être, mais ça, ce sera la volonté et l'écoute des parties prenantes qui seront autour de la table, que ce soit au niveau de la commission française, mais au niveau de ce fameux TC à l'ISO. Mais en effet, pourquoi pas, mais tout est ouvert. Il y a des pays qui sont pour, des pays qui sont contre. Et là, c'est l'objet justement de trouver du consensus, puisque c'est un dialogue entre parties prenantes. Merci Nicole Guano pour la commission de normalisation, développement durable et RS. Alors j'ai des questions pour vous, Jean-Philippe Grand. Plusieurs questions pour la région Centre-Val de Loire. Combien de jours d'accompagnement sont offerts aux entreprises qui sont dans le cadre du programme que vous avez présenté, et est-ce que des entreprises vont aller ou sont déjà allées jusqu'à la labellisation RSE? Un accompagnement alors c'est 15 mois au total, avec un accompagnement donc par des consultants sur 6 mois. Donc et c'est à volonté des entreprises, c'est-à-dire que quand elles en ressentent le besoin, au-delà des réunions qui ont lieu tous les 2 mois, c'est une capacité, un genre de droit de tirage, si vous voulez, auprès des consultants. D'accord. Et est-ce que des entreprises sont déjà ou vont déjà jusqu'à la labellisation? Alors, on commence tout juste, on a commencé là en début d'année, donc on espère en effet que parmi dans la première promotion, en fait, certaines iront jusqu'à la labellisation. C'est bien l'objectif que l'on s'est fixé, c'est qu'un maximum d'entre elles aillent jusqu'au bout. C'est la volonté et de la collectivité et bien évidemment de la FNOR. D'accord. Il y a une autre question concernant cette communauté d'entreprises. Est-ce que vous favorisez les échanges collectifs, c'est-à-dire les temps avec chacune des entreprises qui sont accompagnées individuellement? Oui, c'est en effet l'objectif de ces rencontres, donc tous les 2 mois, où là, c'est l'ensemble des entreprises qui se retrouvent et qui échangent. Et c'est ce qui a la plus grande valeur. En tout cas, le premier retour qu'on a eu de la part des entreprises, c'est vraiment ce qui est le plus important pour elles. Alors, évidemment, l'accompagnement des consultants pour quelque chose de plus formel, mais ces rencontres et ces échanges, c'est vraiment la valeur ajoutée en fait de notre dispositif. D'accord. Et j'ai une dernière question pour vous, Jean-Philippe Grand, pour la région Centre-Val de Loire. Aider les entreprises à s'engager, c'est bien, mais est-ce qu'il y a des stratégies, des actions qui sont prévues pour que ce message arrive jusqu'aux consommateurs, c'est-à-dire aux clients de ces entreprises qui sont accompagnées, pour leur faire comprendre en quoi cet engagement en RSE a une valeur et veut dire quelque chose? Alors, ce que l'on a mis en place, on a lancé nous une conférence des parties, une COP régionale, et donc c'est dans ce cadre-là que évidemment sont abordés ces sujets et le sujet de la RSE. Et donc ça fait partie des échanges que nous aurons dans le cadre de notre COP régionale. Et puis on a en relais bien évidemment tous les acteurs, tous ceux qui sont engagés, les membres de notre groupe de travail, parce que j'ai parlé tout à l'heure donc de la Chambre des métiers, il y a bien évidemment la Chambre de commerce également, il y a des entreprises, grandes entreprises, Accès Céréales, on a des syndicats, on parlait de CJD, CPME tout à l'heure, et puis également des associations dans le cadre de l'ESS, je pense à France Nature Environnement qui s'est engagée avec nous. Donc ce sont elles qui créent ce lien également vers les particuliers, je pense en particulier à France Nature Environnement, donc, qui a ce rôle justement d'information auprès des particuliers. D'accord, merci. Alors, j'ai une question que je vous poserai à tous trois, Julie Chabot, Jean-Philippe Grand et Henri Cabanel, peut-être en commençant par vous, monsieur le sénateur. Est-ce que vous avez un axe prioritaire en 2020 parmi les points forts de votre stratégie? Vous avez évoqué le tourisme et l'agriculture. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous avez déjà commencé à insister? Vous allez insister jusqu'à la fin de l'année? Oui, mais le tourisme et l'agriculture liés à l'environnement. Parce que effectivement, c'est une question centrale. Dans le département de l'Hérault, en ce qui concerne donc la problématique agricole, on subit de plein fouet le réchauffement climatique et avec donc des aléas climatiques sévères. Et de ce fait-là, l'orientation, elle ira automatiquement vers l'environnement.
D'accord, merci. Julie Chabot, est-ce que vous avez un axe prioritaire dans votre feuille de route parmi les différents piliers du développement durable sur lesquels vous travaillez? Alors je vais compléter parce qu'évidemment on est raccord sur les priorités. Le principe c'est que les priorités c'est de tout prendre comme des priorités en fait. Donc je vais dire non. Par contre, je vais donc une stratégie de résilience territoriale et peut-être un point dont on n'a pas beaucoup parlé. Je dirais l'axe aujourd'hui, c'est du 100% inclusif. C'est-à-dire que tout ce qu'on fabrique, tout ce qu'on conduit comme transformation, ça soit bien inclusif de tout le monde, en priorité des plus fragiles. Parce que si on ne fait pas ensemble et avec, finalement, une société qui est résiliente, fabriquée pour les plus fragiles, elle est résiliente pour tout le monde. Donc, se dire, voilà, on va partir de là. Donc, la Gironde est un territoire 100% inclusif. En tout cas, c'est le projet qui a été lancé l'année dernière. Je pense que la priorité aujourd'hui, en tout cas, le point d'attention, c'est de ne pas trop techniciser les débats et de penser que c'est vraiment le but du jeu, c'est de continuer à vivre ensemble, en fait, sur cette planète-là. D'accord. Merci. Jean-Philippe Branche, je vous pose aussi la question. Est-ce que dans la politique de développement durable que peut déployer la région, il y a des axes prioritaires pour cette année ou le dernier semestre en tout cas? Suite à la crise sanitaire et à ce que l'on nous annonce d'un point de vue social et de la casse sociale au sein des entreprises, il est bien évident que ce qui va nous orienter, c'est justement les moyens de pouvoir pérenniser, maintenir les emplois. Et donc, on va s'orienter vers, en particulier, cette relocalisation, l'économie sociale et solidaire, la capacité en fait à pérenniser des emplois locaux qui vont permettre de faire un effet amortisseur par rapport à ce que l'on attend malheureusement en termes de perte d'emploi pour un certain nombre de nos concitoyens. Donc l'idée pour nous, ça va être de démontrer que ce sont bien les emplois locaux qui sont l'avenir pour nous et la capacité à pouvoir maintenir l'emploi sur nos territoires. Voilà, merci à tous. Yann, j'en ai fini avec les questions-réponses. Je te repasse la main. Oui, on va se tourner vers Guillaume de Baudard qui voulait interpeller ou discuter avec le sénateur Henri Cabanel sur la proposition remarquable faite par le Sénat. Guillaume ? Oui, on est très content que le sujet de la RSE dans les PME, y compris territoriale, bouge. Donc, il y a une initiative très intéressante du Sénat, ça a été rappelé par le sénateur. Donc, je pense qu'on va être d'accord. Hein. Donc, ils ont, en fait, qu'est-ce qu'ils racontent ? Ils disent que le sujet de l'essor de la RSE dans les PME est un sujet majeur pour la France. Donc, c'est un grand sujet national, d'autant plus après les crises qu'on vient de connaître. Hein, quand on parle du monde de demain, pas de blabla et des résultats, je pense que la RSE est peut-être une solution si elle est concrète. Donc, ils poussent, ils mettent en avant les référentiels RSE par métier, sectoriel ou de filière. Ils disent dans leur rapport que ça doit être sérieux et robuste pour que le marché demain reconnaisse les efforts des entreprises. Ils mettent en avant l'importance de l'accompagnement, de la formation dans ces démarches. Voilà. Ils disent que ça doit être une cause nationale et comme le national doit rendre également un rapport sur le même thème, on est satisfait. Donc, on félicite le Sénat d'être le premier à avoir dégainé sur ce sujet de manière, à notre sens, très pragmatique, très opérationnelle. Je laisse la parole à Henri qui va valoriser les travaux du Sénat. Oui, sénateur Henri Cabanel. Oui. Donc, pour compléter les propos de monsieur Guillaume de Gondard, effectivement, c'est né d'une délégation qu'il y a eu au Sénat en 2014, voulue par le Sénat et voulue par la majorité sénatoriale sur la délégation aux entreprises. Cette délégation, j'appartenais à cette délégation jusqu'en 2017 et nous avons voulu aller
à la rencontre des entreprises pour bien comprendre quelles étaient leurs difficultés, leurs contraintes sur les territoires. Et une des premières entreprises que nous avons visitées, nous sommes allés dans la Drôme, dans l'entreprise Valrhona, donc une entreprise qui fait du chocolat et qui est engagée en RSE. Et nous étions une délégation de 7 sénateurs. Et quand nous sommes arrivés sur les lieux de l'entreprise, il y avait une banderole qui stipulait « Bienvenue à la délégation sénatoriale dans une entreprise où tout va bien ». Alors là, vraiment, on s'est posé la question, on a dit « Mais ah bon, il y a des entreprises en France qui vont bien » parce qu'effectivement, on avait des remontées très négatives. Et là, on a vu donc un président-directeur général qui nous a expliqué cette démarche qu'il avait dans l'engagement RSE et qui nous a expliqué qu'en fait, cette démarche était pour lui et pour l'entreprise et pour ses salariés et pour ses fournisseurs et ses clients du gagnant-gagnant. Et je pense que de là est sortie la volonté donc, de la présidente, Madame Lamure, de mettre en avant un travail qui a débouché sur un rapport. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, responsabilité sociétale des entreprises, une exemplarité à mieux encourager avec 18 recommandations. Alors, c'est vrai que après, il faudra que ces recommandations, on puisse les intégrer dans des différents projets de loi ou propositions de loi qui arriveront en débat pour effectivement, ça a été dit à plusieurs reprises, il y en a qui ont parlé donc, de formation, ça vient d'être dit, la sensibilisation vers les jeunes, revoir le code des marchés publics pour intégrer ces démarches-là. Je pense que c'est une évidence à travers donc, notamment la pandémie que nous venons de subir et devant les problèmes économiques que nous allons avoir, de faire en sorte que, et de faire comprendre donc aux chefs d'entreprise que rentrer dans cette démarche, je l'ai dit tout à l'heure, dans un esprit avec cette philosophie, c'est du gagnant-gagnant. Que ce soit pour le bien-être des salariés, que ce soit pour les fournisseurs, pour les clients et pour l'entreprise elle-même. Alors, sénateur, j'avais une question, excuse-moi Yann, qui vient nous arriver dans le fil. Un des participants nous fait remonter qu'en 2018, Nantes Métropole avait été sanctionnée pour l'utilisation de critères RSE dans des marchés publics. Est-ce que vous avez connaissance d'une évolution législative sur ce point? Alors, non, mais il est prévu dans les préconisations que les coûts liés à l'engagement et à la labellisation, dans les propositions qui sont faites, dans les recommandations, au niveau comptable, au niveau des entreprises ou au niveau des collectivités, passent en amortissement comme un investissement pour effectivement montrer l'intérêt donc, que peut avoir cette démarche-là et essayer au niveau comptable de pouvoir l'amortir sur plusieurs années. Oui, je peux peut-être compléter. Pardon. Allez-y, allez-y. Je peux peut-être compléter sur les marchés publics. C'est un sujet effectivement qui est bloqué, qui est bruxellois. C'est un sujet qui ne peut se traiter qu'à Bruxelles. Et on a aujourd'hui un certain nombre de députés européens qui sont sur l'affaire, qui ont bien compris que c'était un point de blocage. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand vous répondez à un appel d'offres public, si vous écartez trop de l'objet du marché public, en mettant trop en avant vos produits ou votre démarche, vous risquez d'être… On ne peut pas en tenir compte. Il y a un certain nombre de députés de tous bords au Parlement européen qui sont en train de s'en emparer. C'est un travail de longue haleine, mais il faut déjà que ça démarre par une prise de conscience qu'il y a un point de blocage et il y a un consensus pour dire qu'il faut faire bouger les choses, mais ça va prendre un peu de temps. Ça va pas se régler en 6 mois. Mais en tout cas, nous, à la CPM, on a rencontré un certain nombre de députés européens, pas mal sur ce sujet-là. Et bon, c'est un sujet qui monte. C'est un grand point de blocage pour la RSE. Alors, une autre question pour Guillaume de Baudard. Les labels qui ont été mis en avant dans le rapport du Sénat, quel lien avec les travaux de la plateforme RSE et l'appui qu'ils peuvent leur accorder pour leur développement à l'avenir? Écoutez, c'est totalement cohérent. Donc, le Sénat a mis en avant les approches sectorielles. Donc, elles ne sont pas antinomiques des approches
territoriale, il faut bien voir que les PME se reconnaissent en premier lieu dans leur métier. Un professionnel du bâtiment est d'abord du bâtiment, puis ensuite il est de Montpellier, vous voyez. Mais il ne faut pas opposer les deux. Il faut pas opposer les deux. Dans les référentiels sectoriels par métier, l'ancrage territorial est fondamental. Mais ça serait stupide d'opposer métier à territoire. Si vous interrogez un chef d'entreprise, personne ne va vous dire qu'il oppose. Donc le Sénat a repris ce développement des labels sectoriels. On sait que ces labels sectoriels, ça a déjà été dit, ils sont tous sur la base, quasiment tous sur la base de l'ISO 26000. Donc c'est une norme qui est adaptée et c'est pas nous qui l'avons préconisée, c'est chacun des secteurs qui a repris cette norme parce que c'est la plus adaptée. Et l'autre sujet, c'est dit dans les préconisations du Sénat, il faut que ça soit des démarches robustes, donc l'intervention d'un organisme tiers, un organisme évaluateur, certificateur, qui puisse être. Donc c'est le métier. N'importe qui, un cabinet de conseil n'est pas un organisme tiers. Donc il y a tout cet enjeu-là. Il y a l'enjeu de la construction des référentiels. Le Sénat parle aussi de l'enjeu majeur de la formation professionnelle. Vous savez qu'on a un système de financement en France qui a bougé avec la création des OPCO, des OPCO. Donc, il faut vraiment que ce sujet de la RSE devienne prioritaire pour tout le monde. C'est en train de bouger. Pour l'instant, on en est à la phase institutionnelle, mais il faut que ça fait très longtemps qu'on pousse ça. Ça fait 12 ans, et c'est peut-être un peu lent, quoi, il faut sans doute aller plus vite sur ce sujet. Yann, j'ai pas d'autres questions. J'aurais aussi une petite vidéo à proposer à nos participants avant la fin avec un mot de conclusion, Stéphanie Carbar, quand tu jugeras pertinent. Oui, on va lancer cette vidéo dans quelques instants. Effectivement, Olivier Gibert. Juste, n'oublie pas Nicole Guano, la présidente de la commission de normalisation AFNOR, DD et RS. Vous avez un appel à celles et ceux qui nous écoutent, un appel à lancer. Oui, en effet. La commission travaille, elle a ses groupes de travail, et d'ailleurs 6 groupes de travail sont lancés ce deuxième semestre. Donc bien sûr le suivi, le groupe miroir pour l'évolution de l'ISO 26000, un groupe sur la mise en œuvre et la crédibilité d'une démarche RS crédible, et puis un groupe de réflexion basé en effet sur le résultat de l'étude de la plateforme RSE sur les labels. Et un groupe de travail qui est actif et qui travaille sur un guide sur les sociétés à mission, puisque c'est un sujet qui émane de la loi Pacte, et il faut apporter de la clarification pour accompagner les organisations qui veulent aller dans ce sens, puisqu'on parle d'abord d'une démarche de RS, et ensuite d'une raison d'être, et ensuite d'un cadre juridique de la mission, société à mission. Et puis surtout, j'ai vu aussi dans le fil conducteur que personne parlait des consommateurs. Et bien là aussi, nous allons avoir un groupe de travail sur la performance responsabilité sociétale d'un produit et d'un service pour apporter aussi une clarification et une aide aux consommateurs. Et travailler bien sûr sur le croisement nouvelle génération ISO 26000 avec l'agenda 21. Donc nous appelons bien évidemment toutes les personnes qui sont en ligne, si elles le souhaitent, à venir nous rejoindre à la commission, puisque ces normes, ces guides sont élaborés avec des participants. Et donc, venir à la commission, c'est contribuer au projet d'avenir, animer des groupes de travail, représenter sa propre institution et valoriser son retour d'expérience. C'est rencontrer aussi d'autres experts et partager les pratiques, mais c'est surtout aussi de fournir auprès du plus grand nombre des référentiels, des guides qui les accompagnent dans une responsabilité sociétale pour qu'elles puissent en effet contribuer aux objectifs de développement durable. Je vous invite, on vous y attend. Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à un groupe de travail pour voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Voilà, je vous invite à une réunion de nos groupes de travail. Alors, à bientôt. L'appel est lancé, Nicole Guano. Alors, deux questions là-dessus. Si moi, ça m'intéresse, et je me fais le porte-parole de celles et ceux qui nous écoutent, si ça m'intéresse, je dois avoir un pédigré particulier, je dois monter patte blanche, avoir une fonction particulière. C'est ouvert à tout le monde ou comment on fait?
Alors, toute personne, bien évidemment, qui a une expertise en RSE ou même qui souhaite peut-être aussi l'acquérir, qui a des notions de qualité mais qui veut évoluer. Et le fait d'être avec des experts, il grandit aussi en même temps avec la commission. Et surtout, d'arriver avec sa volonté de transmettre, c'est surtout ça, transmettre et puis de trouver aussi du consensus avec l'ensemble des participants. Et donc, deuxième question, si ça m'intéresse, comment je m'inscris, comment je m'y prends, j'appelle qui? Alors, donc c'est Cyrielle Fournier, donc je pense que dans le chat, on va mettre les coordonnées. Donc, c'est Cyrielle Fournier qui est notre chef de projet. Au 01 41 62 87 59 et donc vous lui proposez donc de participer à l'une de nos réunions. Elle va vous proposer donc la liste des groupes de travail et vous pouvez venir tester et si ça vous plaît à ce moment-là, vous continuerez à discuter avec elle. Voilà, puisqu'il y a aussi bien sûr une petite contribution en fonction de la taille et l'organisation. Alors, Nicole Guano, on n'est pas équipé pour mettre un banc titre ou un trucage qui indique ce numéro de téléphone. Alors, je vais vous demander de le répéter parce que nos invités qui sont intéressés se sont munis d'un stylo et donc notent religieusement ce numéro de téléphone. Alors, 01 41 62 87 59. Et l'adresse email, c'est Cyrielle, Cyrielle.fournier, @afnor.org. Merci à vous. Et on vous attend avec grand plaisir pour partager ces bons moments ensemble, puisque nous avons une très bonne ambiance. L'appel est lancé. Merci Nicole Guano. Olivier Gibert pour la conclusion et le film. Je remercie l'ensemble des participants pour leur témoignage. Aujourd'hui, nous avons des objectifs au travers des objectifs de développement durable, un outil solide, concret, qui est la norme internationale ISO 26000. Donc maintenant, je dirais simplement alto blabla, passez à l'action, engagez-vous. Merci Stéphanie pour votre implication pour ces 3 webconférences, pour votre engagement, votre dynamisme. J'espère que tout le monde est convaincu qu'avec les normes internationales, avec la norme ISO 26000 notamment, vous avez une démarche très concrète, zéro blabla, des démarches tout à fait éprouvées, des sentiers battus qui ont été validés par l'expérience. Ça n'empêche pas l'innovation, mais une entreprise, un territoire sait que s'il s'approprie, s'il utilise la norme ISO 26000 et ses bonnes préconisations, eh bien, il ne pourra pas se perdre en route. À nouveau, bonne utilisation de cette norme. N'hésitez pas à revenir vers nous après cette expérimentation, après les échanges que vous aurez pu avoir autour de vous. Et ceci nous permettra, en fonction de vos retours, de faire une génération encore plus efficace, plus pertinente de la norme ISO 26000. Bonne continuation. Alto blabla, c'est le moment de passer à l'action. Qu'est-ce qui se passe, Olivier Gibert, à l'issue de cet épisode et des 2 autres? Un replay peut-être? Oui, alors cette conférence sera en replay comme les 2 autres le sont déjà, celle du 1er juillet et du 8 juillet sur la chaîne YouTube du groupe AFNOR. Et des actes seront également proposés en ligne pour retrouver les propos principaux des intervenants de ces 3 webconférences du mois de juillet. Voilà ce que je pouvais dire, Yann. On peut également citer à l'appui de ces 3 épisodes de l'étude que l'AFNOR, le groupe AFNOR a produite en novembre 2019. Plus de 400 professionnels ont été interviewés. Ils sont en charge d'une démarche RSE dans leur organisation. Ils expliquent dans cette étude pourquoi ils et elles se sont lancés, qu'est-ce qu'ils mettent en place concrètement, comment ils le communiquent et surtout ce que ça leur apporte. Donc, je pense qu'en complément de ces 3 replays, de ces épisodes, vous pouvez faire circuler, vous allez faire circuler cette étude. Voilà, je crois qu'on a terminé. Les 10h01. Reste à remercier nos 5 intervenants de ce matin. Merci de votre accent chantant du Sud, sénateur de l'Hérault Henri Cabanel. Merci d'être venu nous voir ce matin. Julie Chabot, Madame Agenda 21 du département de la Gironde. Guillaume de Baudard de la CPME.
Nicole Guano, qui est fébrile la veille d'un résultat qu'elle attend, présidente de la commission de normalisation AFNOR, DD et RS. Et enfin, du côté de Orléans du Loiret, de la région Centre-Val de Loire, Jean-Philippe Grand. Merci à tous les 5. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette émission. Il y a plus de 300 inscrits, autour de 150 en direct, mais gageons que les 150 qui n'étaient pas avec nous ce matin, eh bien, vous regardiez les replays qui, comme l'a dit Olivier Gibert, se trouvera dans un mail que vous allez recevoir et surtout sur la chaîne YouTube du groupe AFNOR. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très bel été et à bientôt. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, merci. À bientôt.